Les effectifs. Beaucoup de personnes nous rejoignent aujourd'hui. Nous en remercions donc de votre patience pendant que nous laissons le temps aux participants de se connecter. On va être avec vous dans une minute. En attendant, si vous avez des questions, que ce soit techniques ou autres, vous pouvez utiliser l'outil Q&R dans Zoom. On va commencer très bientôt. Bonjour, bienvenue. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour le webinaire de l'Institut sur le réaménagement des effectifs. Je m'appelle Catherine Gagnon et je fais partie de l'équipe de mobilisation des membres de l'Institut. Je suis accompagnée aujourd'hui par Christine Poirier et Tia Azra du Bureau de la politique nationale. Pour commencer, nous aimerions prendre un peu de temps pour reconnaître respectueusement que notre bureau, situé à Ottawa, se trouve sur le territoire non cédé de la nation Algonquin-Anishinaabe. Avant d'être ville, cette terre était un site du peuple algonquin Anishinaabe dont la présence est avérée depuis plus de 8000 ans. En tant que non-autochtones vivant sur cette terre, nous avons la responsabilité d'apprendre l'histoire des Premières Nations, de respecter leur culture et de reconnaître leur douleur et notre responsabilité dans celle-ci. Nous avons le devoir d'apprendre, de mûrir et de faire mieux. J'espère que notre démarche nous mènera vers un avenir respectueux et harmonieux. Si vous avez commencé à apprendre à connaître le territoire sur lequel vous travaillez et vivez, nous vous invitons à en faire mention dans l'outil Q&R. Au début de nos webinaires, nous avons pour habitude de vous présenter notre déclaration d'équité qui énonce clairement nos attentes à l'égard de votre participation. Comme il est indiqué, l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada s'efforce de créer un climat respectueux, sécurisant et inclusif où nous sentons tous bienvenus et valorisés et où nous sommes encouragés à apporter notre contribution et à aider les autres à faire la même chose. Merci de participer à cette belle initiative d'inclusivité. Bon, maintenant, voyons un peu comment fonctionne notre plateforme Zoom. Comme nous sommes nombreux, nous avons désactivé vos micros pour garantir la meilleure qualité de son pour tout le monde, y compris pour les personnes qui regarderont le webinaire plus tard. L'outil Q&R, utilisez l'outil Q&R dans Zoom pour nous dire si vous avez des questions ou des problèmes techniques pendant le webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de la base du réaménagement des effectifs dans la fonction publique et sur la manière dont cela pourrait vous affecter. Nous aurons une période de questions et réponses à la fin de la session. Vous pouvez poser vos questions dans l'outil Q&R dans Zoom dans le bas de votre écran. Maintenant, je passe la parole à Christine pour commencer la session d'information d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Euh, donc, pour ceux d'entre vous qui se joignent à nous aujourd'hui, si vous avez déjà participé à certains de nos webinaires sur le réaménagement des effectifs, il est possible que ça va être une révision. Alors, le but est vraiment de nous assurer que autant de nos membres possibles ont une connaissance de base sur le réaménagement des effectifs. Au-delà de ça, comme on va vous mentionner à la fin, on a plusieurs foires de questions sur notre site web. La première chose que j'aimerais vous faire, c'est juste faire un bilan des, euh, des réaménagements des effectifs que nous avons vus en 2025. Donc, à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez voir ici les ministères qui ont déjà entrepris un réaménagement des effectifs. Ces réaménagements des effectifs que nous avons vus depuis janvier, en fait, je devrais dire décembre 2024, avec le Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs, euh, qui ont fait leur de décembre 2024. Ces réaménagements des effectifs n'étaient pas suite à l'examen des dépenses. Donc, il est possible que certains de ces départements qui sont sur cette liste vont faire un deuxième réaménagement des effectifs. Mais on a vu ça commençant en décembre 2024 jusqu'au plus récent. Il y en a 3 qui ont fait leur réaménagement des effectifs sous l'examen exhaustif des dépenses en décembre 2025.
Ceux-là sont les Ressources naturelles Canada, le Bureau du conseil privé, ainsi que la Commission de la fonction publique. Les autres, on passe à travers. Donc, les numéros que vous voyez à l'écran sont le montant des membres affectés. Ce ne veut pas nécessairement dire le montant de position coupée, ultimement. Nous savons, par exemple, que les 2 membres au Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs se sont trouvés d'autres postes. Nous savons également qu'à l'Agence du revenu Canada, plusieurs de ces postes-là n'ont pas été coupés et d'autres ont trouvé d'autres postes, etc. Donc, à l'intérieur de ces numéros-là, ce n'est pas tous des membres qui, ultimement, ont perdu leur emploi. Il y en a plusieurs qui ont trouvé d'autres postes déjà ou qui sont encore dans le processus du réaménagement des effectifs. Prochaine diapo. Donc, largement, le but de ceci est de vous assurer que vous comprenez la notion du réaménagement des effectifs, ce qu'elle signifie, ce qu'elle implique pour vous à titre de membre de la fonction publique. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas des membres de l'administration publique centrale, il est possible qu'il y ait certaines nuances dans vos conventions collectives. Mais de façon générale, le processus est plutôt semblable d'une place à l'autre. Il est important de noter que les annexes relatives au réaménagement des effectifs dans les conventions collectives de l'Institut sont différents des directives sur le réaménagement des effectifs du Conseil national mixte. Donc, la raison qu'on souligne ça, c'est que souvent l'employeur fait référence à la directive parce que, justement, elle s'applique à plusieurs membres, dont tous les membres de la CEP, les membres de l'ACFO, etc. Mais pour nous, vous deviez vous référer à vos annexes dans votre convention collective. Donc, il est important de vérifier le libellé exact de votre convention collective applicable. Si vous n'êtes pas certain, demandez à un délégué syndical dans votre milieu de travail. Prochaine diapo. Donc, c'est quoi ce fameux réaménagement des effectifs? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont employés de la fonction du public depuis très longtemps et qui ont déjà vu le réaménagement des effectifs, soit des petits. Il y en a qui ont lieu à tous les années, qui sont tout petits, qui vont presque pas remarquer, si vous voulez, à travers le reste du département. Mais de façon plutôt cyclique, on revoit des gros réaménagements des effectifs à tous les 12 ans, etc., ou plus, 12-15 ans. Donc, il y en a eu un très gros en 1995, il y en a eu un autre plutôt gros en 2012. Là, on voit le cycle qui recommence. Le réaménagement des effectifs ne s'applique qu'aux employés indéterminés de l'administration publique centrale et des organismes distincts, à l'exclusion des employés nommés pour une période déterminée. Donc, en anglais, term, ça ne s'applique pas à ces employés-là. L'objectif premier du réaménagement des effectifs est d'assurer la continuité de l'emploi par la maximisation des opportunités d'emploi et la minimisation des licenciements. Ce que ça veut dire, c'est qu'on cherche à trouver un autre poste pour les détenteurs des postes qui se font couper. Le rôle de l'Institut est de veiller à ce que les ministères mettent correctement en œuvre les dispositions relatives au réaménagement des effectifs et d'aider les membres à accéder à tous les avantages et toutes les options qui sont offertes. Ce que ça veut dire, c'est que dès qu'on reçoit la notification, on porte attention, on regarde, on s'assure qu'il n'y a pas des anomalies, on s'assure que les départements suivent les étapes comme ils le doivent. Et s'ils ne le font pas, on prend action. Souvent, ça commence avec une conversation, mais dans la mesure où le département, le ministère ne déroge pas de leur position erronée, soit qu'on se rend au niveau du Conseil du Trésor pour signaler le problème, ou dans la mesure où c'est nécessaire, on dépose des griefs, soit individuels, si c'est une situation individuelle, ou si c'est quelque chose qui est plus gros, plus sur l'interprétation de l'annexe sur le réaménagement des effectifs, il est possible qu'on dépose des griefs de principe. Mais souvent, quand il y a eu des anomalies à date dans la dernière année, ça n'a nécessité qu'une conversation pour dire, attends une minute, vous faites attention, vous avez manqué ceci,
et les ministères s'organisent pour soit nous fournir l'information manquante ou pour réorganiser la façon qu'ils approchent le réaménagement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quand les conditions pour le réaménagement des effectifs, c'est lorsque le ministère décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une durée indéterminée ne seront plus requis après une date précise en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de la réinstallation d'une unité de travail ou de la fermeture d'un bureau ou d'un lieu de travail. Donc, je sais que la question a été posée dans la dernière année, mais qu'est-ce qui arrive si c'est parce que, bon, c'est une réduction du budget, comme on fait face maintenant. La réduction du budget essentiellement mène à la suppression d'une fonction, dans la plupart des cas, ou à la réinstallation d'une unité de travail. Je sais que vous avez peut-être noté qu'il y avait un réaménagement des effectifs à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Ces 8 postes-là étaient justement parce qu'ils ont choisi de ne pas renouveler un loyer pour un édifice quelconque à une place qui s'appelle Vineland, en Ontario. Ces 8 membres-là, ultimement, on perd leur poste à Vineland, mais ils ont tous eu une offre d'emploi autre part. Donc, ça, c'est la réinstallation d'une unité de travail. Prochaine diapo. Donc, la première étape est l'étape qui est fort probable que certains d'entre vous vont entendre parler dans les prochaines semaines parce qu'on sait que plusieurs départements, ministères, vous allez m'excuser, je sais que je dis souvent département et que c'est ministère. Donc, plusieurs ministères nous ont signalé leurs intentions de procéder à un réaménagement des effectifs dans la nouvelle année. Donc, on s'attend à ce que ça soit dans les prochaines semaines. Par contre, nous n'avons pas d'informations concrètes quant à aucun des ministères-là. On ne sait pas à quelle date ils vont nous envoyer la notification au bureau du président. On ne sait pas combien de nos membres seront affectés. Et malheureusement, c'est pas quelque chose, c'est pas l'information auquel on a droit plus que 48 heures à l'avance. Donc, tout ça pour dire, la première partie, c'est qu'il y a une notification officielle par écrit. L'employé qui est considéré comme touché, affecté, dans le cadre du réaménagement des effectifs, va recevoir cette notification officielle. Ce statut signifie que l'employé fait partie d'un groupe de travailleurs susceptibles à faire l'objet d'un réaménagement des effectifs. À ce stade du processus, cela ne signifie pas que l'employé fera l'objet d'un réaménagement des effectifs. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est parce que il est possible, et on l'a vu dans la dernière année, que, exemple, 80 employés ont reçu cette notification officielle et comme l'employeur faisait les démarches nécessaires pour décider, bon, qu'est-ce qui se passait, quel poste allait être coupé, là, tout d'un coup, il nous revenait et il nous disait, ah, ces 10-là, en fin de compte, ne font plus partie du réaménagement des effectifs. Ils gardent leur poste. Ça finit là. Les autres, on fait les prochaines étapes. Prochaine diapo. Donc, il y a 3 possibilités. Un employé nommé pour une durée indéterminée peut finir par ne pas faire l'objet d'un réaménagement des effectifs, comme l'exemple que je vous ai donné, à moins qu'il reçoive une notification écrite indiquant que ces services ne sont plus requis. Donc, ça le mène à la prochaine étape. S'ils reçoivent une notification écrite indiquant que leurs services ne sont plus requis, avec une garantie d'offre d'emploi raisonnable, ils deviennent excédentaires, ce qui veut dire qu'ils se font offrir un autre poste, sauf que leur poste actuel, substantif, se fait abolir. Ou ils reçoivent une notification écrite indiquant que leurs services ne sont plus requis sans cette garantie d'offre d'emploi raisonnable et donc ils deviennent des employés optants. Prochaine diapo. Et je vais donner la parole à ma collègue Tia. Bonjour tout le monde. Donc, je vais discuter les prochaines diapos. Donc, qu'est-ce qu'une offre d'emploi raisonnable?
L'offre d'emploi à durée indéterminée dans l'administration publique centrale ou un organisme distinct. Donc, normalement, c'est à un niveau équivalent. L'employé doit être apte à la formation et à la mobilité. Il y a 3 zones géographiques. La première zone est dans la même zone d'affectation de l'employé. La deuxième zone, c'est dans un rayon de 40 km du lieu de travail de l'employé. Et la troisième zone est au-delà de 40 km. Dans certaines circonstances, le terme raisonnable peut inclure une nomination à un poste de niveau inférieur, mais cela, c'est si il y a une protection salariale. Donc, c'est raisonnable d'avoir une offre d'emploi qui est à un niveau plus bas si votre salaire est protégé. Donc, prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, une fois que la garantie d'une offre d'emploi raisonnable a été émise, l'employé est placé en situation de priorité excédent, rémunéré et doit continuer à être assigné des tâches utiles. Donc, c'est important que vous êtes assigné des tâches encore et que vous êtes rémunéré. Dans ce cas, l'employé a le droit, en vertu de la loi, d'être nommé en priorité à un autre poste de l'administration publique centrale ou à un organisme distinct pour lequel il possède les qualifications essentielles. Et la période d'excédentaire n'est pas limitée dans le temps, qui dure jusqu'à la démission, l'acceptation ou le refus d'une offre d'emploi raisonnable. Donc, c'est 3 points importants, qu'il n'y a pas une date limite. Cette période d'excédentaire termine avec la démission ou l'acceptation ou le refus d'une offre d'emploi raisonnable et que les choix pour des autres postes restent à l'intérieur de l'administration publique centrale ou incluent aussi des organismes distincts si vous possédez les qualifications essentielles pour ces postes. Donc, prochaine dépôt. L'offre d'emploi raisonnable, donc il y a un choix, l'employé a un choix d'accepter ou de refuser l'offre donc les 2 options. L'employé accepte l'offre d'emploi raisonnable, le problème est réglé. En cas de nomination à un niveau inférieur, le salaire de l'employé est protégé et l'employé jouit d'une priorité de réintégration à un poste de son ancien niveau. Si l'employé refuse l'offre d'emploi raisonnable, l'employé est licencié, mais non avant 6 mois suivant le début de la période excédentaire. Préavis de licenciement d'un mois est requis. Priorité de mise en disponibilité d'un an. Et l'employé est considéré comme mise en disponibilité pour les fins de l'indemnité de départ. Donc, il y a ça c'est les conséquences d'accepter ou de refuser un emploi qui est considéré raisonnable. Donc, le prochain diapo, s'il vous plaît. Employé optant. Donc, vous êtes un employé optant si vous avez reçu aucune garantie d'offre d'emploi qui est considérée raisonnable. Dans ce cas, l'employé reçoit une lettre de son administrateur général. Donc, ça, c'est une lettre au-delà de la lettre de notification. C'est séparé. Et dispose de 120 jours pour choisir entre les options A, B ou C. Donc, il y a 3 options si vous êtes un employé optant et vous avez 120 jours pour faire votre choix. Donc, l'employé excédentaire a le droit, pour une durée limitée à 12 mois, d'être nommé en priorité à un autre poste de la fonction publique sans recours.
mesures de soutien à la transition, MST, montant forfaitaire selon les années de service de l'employé au sein de la fonction publique. Et il y a une indemnité d'études. L'employé peut démissionner ou retarder sa date de départ et prendre un congé sans solde d'une durée maximale de 2 ans pour suivre une formation. Montant forfaitaire équivalent à la MST, plus un remboursement maximal de 17 000 $ pour les frais de scolarité. Donc, le prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, statut de priorité d'employé excédentaire. L'employé excédentaire a le droit, pour une durée limitée à 12 mois, d'être nommé en priorité à un autre poste de la fonction publique sans recours. Si l'employé ne reçoit pas d'offre d'emploi raisonnable au cours de cette période, il sera mis en disponibilité. La rémunération en remplacement de la période excédentaire peut être autorisée si l'employé excédentaire offre de démissionner avant la fin de la période excédentaire de 12 mois. Le paiement forfaitaire est égal à la rémunération ordinaire pendant le reste de la période de priorité excédentaire jusqu'à un maximum de 6 mois. Donc, ça, c'est option A. Prochaine diapo qui nous donne option B, qui est la mesure de soutien à la transition. Donc, le montant forfaitaire selon les années de service de l'employé au sein de la fonction publique. L'employé doit démissionner sans droit de priorité. Le montant forfaitaire peut varier entre 4 et 52 semaines de salaire selon les années de service, comme spécifié dans la convention collective. Donc, cette information pour la calculation mathématique, c'est prescrit dans votre convention collective. L'employé est considéré comme mis en disponibilité au fin de l'indemnité de départ. La direction fixe la date de cessation d'emploi. Donc, ça, c'est une décision qui va être gérée par la direction. C'est quoi la date exacte de cessation de l'emploi? L'employé a droit à des fonds pour des conseils en placement et en planification financière. Donc, il y a des droits qui viennent avec cette option B, MST, et l'employé renonce à tout droit d'être renommé en priorité. Donc, c'est vraiment un paiement que vous recevez pour ne pas être nommé en priorité. Et ce sont les droits qui sont inclus dans l'option B, si c'est le choix de l'employé d'exercer cette option. Donc, le prochain diapo, s'il vous plaît. Option C. Donc, c'est une indemnité d'études. L'employé peut démissionner, voir l'option B pour les détails de la MST, ou retarder sa date de départ et prendre un congé sans solde d'une durée maximale de 2 ans pour suivre une formation. Montant forfaitaire équivalent à la MST, donc l'MST applique à option C, plus un remboursement maximal de 17 000 $ pour les frais de scolarité. Vous avez besoin d'une preuve d'inscription dans les 12 mois suivant le départ de l'employé en congé sans solde. Sinon, celui-ci sera réputé avoir démissionné et considéré comme mis en disponibilité au fin de l'indemnité de départ. L'employé peut continuer à bénéficier d'un régime d'avantages sociaux et du RRFP en cotisant sa part et celle de l'employeur et ses régimes. À la fin de la période de 2 ans, l'employé est mis en disponibilité, sauf s'il a trouvé un autre emploi dans la fonction publique. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît.
Et je pense que je redonne la parole à mon collègue Christine pour discuter le programme de départ volontaire. Merci beaucoup, Tia. Donc, le programme de départ volontaire est un programme qui est mis en place lorsqu'il y a un réaménagement des effectifs pour aider les employés à quitter la fonction publique lorsqu'ils sont placés en statut touché avant de commencer un processus SMPMD sur l'eau, qu'on entend plus souvent, qui est l'acronyme en anglais, évidemment. Donc, le but du programme de départ volontaire, premièrement, ça ne s'applique pas aux employés qui ont reçu une offre d'emploi, une garantie d'offre d'emploi raisonnable, parce que, bon, on leur a offert un autre emploi. C'est vraiment aux employés qui, autrement, vont entrer dans le processus SMPMD. Donc, l'employeur doit mettre en place ce programme pour des situations de réaménagement des effectifs dans lesquelles il y a au moins 5 employés, ou plus, évidemment, du même groupe et du même niveau concernés qui ne recevront pas une offre d'emploi raisonnable. Donc, dans ce contexte-là, ils mettent en place ce programme-là où des employés qui veulent se porter bénévoles à quitter volontaire peuvent justement lever la main et dire je suis prêt à partir. Donc, ces employés se portent volontaires et ils sont automatiquement considérés des employés optants. Ce qui veut dire qu'ils ne passeront pas à travers du processus de sélection. S'il y a plus de volontaires que de postes à éliminer, c'est l'ancienneté qui sera prise en compte. Ça, c'est selon les conventions collectives de l'administration centrale publique. On sait que certains organismes distincts ont mis en place des programmes de départ volontaire où il n'y en avait pas dans leur politique. Que ça n'a pas tout à fait été géré de cette façon-là. S'il y a certains d'entre vous qui sont du bureau le bureau du surintendant des institutions financières, on sait justement que, bon, ça n'a pas été suivi comme ça parce qu'ils n'ont pas un programme de départ volontaire prévu dans leur politique. Donc, le but ici, c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à juste lever la main, de dire je suis prêt à partir, je suis prêt à être un employé optant sans passer à travers du processus de sélection. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, une fois que le processus de départ volontaire a passé, puis habituellement, je devrais ajouter que le processus de départ volontaire a des dates fixes. Ils vont établir une date par laquelle les employés doivent lever la main pour justement se porter volontaire. Donc, une fois que ça s'est fait, l'employeur peut lancer son processus qu'on appelle SMPMD, mais on entend plus souvent sur l'eau, qui est la sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Donc, c'est un processus semblable à un processus de staffing, justement de sélection. Donc, c'est supervisé par la Commission de la fonction publique du Canada. C'est une approche structurée qui est utilisée lors du réaménagement des effectifs pour déterminer justement quels employés seraient conservés et lesquels seront licenciés. Ce processus se distingue des processus de nomination habituels, bien semblables, là, comme j'ai mentionné, mais c'est quand même distinct, car il concerne des employés qui ont déjà satisfait aux critères de mérite de leur poste actuel. Puis je sais que c'est souvent une source de frustration pour des personnes qui disent j'ai déjà mon poste. Pourquoi est-ce que je dois me faire réexaminer pour mon poste? Mais c'est parce que, bon, disons qu'il y a 10 postes, puis il coupe à 6 postes, c'est pour de déterminer qui va être dans ces 6 postes, puis qui vont être les 4 qui, ultimement, deviennent des employés optants. Donc, c'est un processus très frustrant. On en est conscient, mais c'est un processus qui fait partie du système de réaménagement des effectifs. Les employés touchés par ce processus-là vont se faire informer
qu'ils devront passer à travers du processus et ils vont se faire informer par écrit. Si un employé occupe un poste identifié comme touché ou s'il effectue des tâches similaires, ils vont être inclus dans le processus. Puis je sais que il y en a eu déjà des processus qui ont eu lieu l'année passée. Puis on s'assure, nous, que l'employeur respecte les processus d'équité, etc. Et justement, la Commission de la fonction publique, leurs règles doivent être suivies. Donc, un des rôles que nous, on joue pour aider nos membres, c'est que nos agents de consultation et vos présidents d'équipes de consultation siègent à des comités de réaménagement des effectifs, là où l'employeur va présenter ce qui va se passer, etc. Puis on est là justement pour s'assurer que les règles sont suivies, que c'est bien fait. Prochaine diapo. Donc, je vais passer pour parler à l'échange de postes. Je sais qu'il y a fort probablement plus de questions sur le processus de sélection et justement, on a préparé un autre webinaire beaucoup plus avec beaucoup plus de focus, si vous voulez, sur le programme de départ volontaire et le processus de sélection de rétention des fonctionnaires. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, gardez les yeux ouverts. Il va y avoir un courriel éventuellement. On planifie offrir ces webinaires-là plus tard au mois de janvier ou au début du mois de février. Donc, l'échange de postes. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Ça circule partout, autant au niveau du Conseil du Trésor qu'au niveau des syndicats. On sait même qu'il y a des pages Facebook et autres médias sociaux où les personnes cherchent des échanges de postes. Donc, un échange de postes, c'est un processus par lequel un employé Oh, on a un petit problème de connexion, Christine. qui est optant, Ah, qui n'est pas dans Christine, l'administration publique. je suis désolée, Ouais. il va falloir juste que tu recommences. Il y a eu un petit problème de connexion. Oh, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend maintenant, il n'y a pas de problème. Juste recommencer. Désolée, Pas de souci. désolée. OK, je retourne. Je ne sais pas où vous m'avez perdu. Donc, essentiellement, c'est un échange de postes. C'est un processus par lequel un employé optant, qui n'est pas un employé excédentaire, qui souhaite demeurer dans l'administration publique centrale, échange son poste avec un employé non touché. Donc, on appelle ça le remplaçant. Quelqu'un qui souhaite quitter leur poste dans l'administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d'études. Sur l'option B, l'option C que Tia a présenté il y a quelques minutes. Donc, essentiellement, c'est quelqu'un qui est prêt à partir, que ce soit parce qu'ils veulent prendre leur retraite ou parce qu'ils veulent explorer quelque chose, une autre carrière hors de l'administration publique centrale. C'est un échange de poste. Évidemment, l'échange de poste doit aboutir à l'élimination permanente du poste de la personne qui était touchée et ça doit être approuvé par la direction. Tous les ministères doivent participer au processus d'échange de poste, même ceux qui ne font pas de réaménagement des effectifs. Puis, on a demandé, pas juste l'Institut, tous les syndicats, a demandé au Conseil du Trésor de rappeler cette obligation-là au ministère parce que, bon, on a entendu que certains disaient « Ah, mais on n'a pas de réaménagement des effectifs, on n'est pas obligé. » Ce n'est pas vrai. OK? Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherche à quitter et il y a quelqu'un qui est touché dans un autre ministère, mais qui a les compétences nécessaires pour votre poste, l'expérience nécessaire pour votre poste. C'est certain que, puis là, c'est comme un exemple anodin, là, les chansons, tu sais, qu'un TI qui n'a aucune expérience en médicale n'échangera pas de poste avec une infirmière. Puis là, je dis ça comme exemple, là, il y a peut-être un bijou rare qui a les deux niveaux d'expérience, mais habituellement, c'est un échange à niveau.
Donc, il faut pouvoir satisfaire les critères du poste du remplaçant avant de pouvoir que ça soit accepté. Si la direction n'accepte pas l'échange de poste, ils doivent vous donner leur réponse par écrit avec des raisons. Et vous avez le droit de demander ces raisons-là. Prochaine diapo. Donc, je pense que je viens de couvrir la moitié de ma diapo. Le changement de poste est possible du début de la période d'option de 120 jours jusqu'à la fin de la période d'excédent d'1 an. Donc, l'employé doit satisfaire aux exigences du poste qu'il occupe en échange et le changement doit avoir lieu à une date précise convenue par le ministère. Des fois, c'est parce que justement la personne qui quitte a peut-être certains projets qui doivent finir, etc. Ou peut-être que c'est un échange de connaissances qui doit avoir lieu avant que le ministère peut laisser la personne partir. Le changement de poste peut avoir lieu entre des employés du même groupe et du même niveau ou des postes équivalents, à une condition que les écarts de salaire ne dépassent pas 6 %. Donc, ça, c'est une des conditions qui est maintenue. Habituellement, on a vu quand il y a un changement un TI5 qui veut prendre le poste d'un TI4, mais qui cherche une protection salariale, l'échange de poste va être refusé. Donc, je ne dis pas que ça va toujours être refusé, mais généralement parce que à cause de l'écart du salaire. Prochaine diapo. Et je vais laisser ma collègue passer à travers cette diapo. Donc, les obligations de l'employeur dans une RE. Donc, l'employeur doit maximiser les possibilités d'emploi pour les employés nommés pour une durée indéterminée. Donc, il y a une obligation positive que l'employeur maximise les possibilités d'emploi. Veillez à ce que les employés aient toutes les chances raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique et à ce que les employés soient traités équitablement. Consulter les syndicats le plus complètement, donc consultation avec les syndicats, c'est une obligation, et le plus rapidement possible et mettre en place des comités de RE. Donc, c'est vraiment important, si une ministre commence une RE, que les comités de RE soient établis avec les syndicats au plus tôt possible. Procéder à une planification efficace des ressources humaines, y compris l'examen du recours au personnel d'agences temporaires privées, aux consultants, aux entrepreneurs, aux employés nommés pour une période déterminée et à tous les autres employés non nommés pour une période indéterminée et, dans la mesure du possible, de ne pas les embaucher lorsque cela facilitera la nomination de personnes accidentelles ou mises en disponibilité. Donc, ça, c'est beaucoup de mots pour dire que vraiment, il y a une obligation positive sur l'employeur que les employés qui veulent rester dans la fonction publique aient l'opportunité, s'il existe, de pouvoir rester et qu'il y a une obligation positive que l'employeur fait partie du processus pour s'assurer que cette opportunité existe et est bien supportée avec des ressources pour aider ces employés qui veulent rester dans la fonction publique. Donc, c'est vraiment important de savoir que ces obligations positives rassurent l'employeur et d'utiliser et de faire des demandes de votre employeur si vous vous trouvez dans ce cas, qu'ils respectent leurs obligations pour faciliter et aider les employés qui se retrouvent dans cette position. Donc, prochaine diapo. Donc, les ressources que nous offrons à nos membres, nous avons des FAQ, des fiches de formation et des organigrammes, des sessions de formation pour les délégués syndicats,
Et comme Christine a dit, nous offrons des nouveaux sessions d'information aussi qui sont qui ont plus de focus sur les détails des processus spécifiques dans ce procès. Il y a l'école de délégués syndicaux et des courses en ligne aussi. Nous avons plusieurs webinaires en offre et des sessions d'information pour nos membres. Il y a un modèle demandant pour les représentants de l'Institut dans les comités du RE. Il y a l'appui à la consultation qui est vraiment une grande partie de ce processus. La consultation entre les syndicats et les ministres, c'est vraiment, vraiment important, ainsi que les comités. Et puis, des lignes de communication claires entre nos membres et entre la gestion au syndicat aussi, pour que nous s'assurons que le support et les ressources nécessaires pour la réalité qui vient approcher de nos membres soient là pour qu'on puisse soutenir et soit organisé pour donner le support, l'aide et les ressources nécessaires durant ces temps incertains. Merci, Tia. Je veux aussi ajouter que comme dans nos forts de questions sur le site web, ils évoluent constamment. Donc, dès qu'on remarque qu'il y a une question qui nous revient souvent ou qui se fait souvent poser, soit à nos délégués ou à nos agents de relations de travail, on ajoute des questions constamment. Je pense une des choses que j'ai remarqué déjà dans les questions et qu'il y a un petit peu de ça sur notre site web, c'est toutes les questions par rapport au programme d'incitation à la retraite anticipée. Nous comprenons que beaucoup de nos membres sont curieux. Ils veulent plus de détails. Ils veulent mieux comprendre ce que ça veut dire et ce que ça va être. Notre équipe de pensions et avantages sociaux ont préparé un petit FAQ avec l'information que nous avons. La seule raison que je dis petit, c'est parce que nous attendons encore de l'information de la part du Conseil du Trésor. Et jusqu'à ce qu'on reçoive cette information-là, on ne peut pas partager plus on n'a pas d'informations à partager à ce sujet-là pour répondre à des questions plus spécifiques sur comment est-ce que les ministères vont décider qui peut participer au programme ou est-ce que je vais me faire accepter? Est-ce que ça... On n'a pas cette information-là. Mais par contre, on peut vous promettre que lorsque cette information-là va nous être fournie avec l'information nécessaire de la part du Conseil du Trésor, notre équipe de pensions et d'avantages sociaux vont élaborer la foire de questions afin de pouvoir donner autant d'informations possibles à nos membres à ce sujet-là. L'autre chose, on est conscient qu'il y a eu 68 000 lettres envoyées aux employés qui qualifiaient, là, qui ont 50 ans et plus, etc., et qui ont... ces lettres-là ont été envoyées par le Centre de pension, le Conseil du Trésor, à n'importe qui avait comme critère de base. Malgré ça, ça ne veut pas dire que tout le monde va être accepté. Tout le monde qui lève la main, c'est certain, qui vont être acceptés pour ça. Puis ça, on le sait, ça. Parce que on sait même que des employés dans des départements qui n'auront pas de réaménagement des effectifs, je pense surtout à la Défense nationale, qui, au contraire, cherchent à embaucher du monde, on a été surpris de voir que nos membres, même dans ces départements-là, ont reçu ça. Le Conseil du Trésor a pris la position qu'il voulait que tout le monde puisse avoir ça aussitôt que possible afin qu'ils puissent aller parler à leur comptable, à leur planificateur financier, etc. Si vous avez des questions très spécifiques quant à la valeur de votre pension, etc., ça, c'est vraiment des questions qu'il faut poser au centre de pension.
Ce n'est pas des questions que nos agents de pension peuvent répondre nécessairement. Par contre, ils ont une adresse courriel s'il y a des questions plus spécifiques. Mais encore là, on manque de détails sur comment ce programme-là va être géré. Donc, au-delà de ce qui est là, on va continuer à faire d'autres sessions, comme on a mentionné. Puis j'ai vu que Nile a ajouté dans le chat, gardez vos yeux ouverts. Nous allons envoyer des invitations pour les prochains webinaires qui seront en plus de détails. Donc, on a l'intention d'en offrir un portant sur le programme de départ volontaire et de processus de sélection pour la rétention. Un sur les employés optants, donc parler des options avec un peu plus de détails, et un autre sur les employés excédentaires et l'offre d'emploi raisonnable. Donc, ça, c'est les sujets, c'est largement là, les sujets qu'on a l'intention d'aborder avec les prochains webinaires. Au-delà de ça, si vous avez des questions, les délégués ont beaucoup d'informations qu'on continue à partager, et encore plus, s'il y a un réaménagement des effectifs annoncé dans votre ministère, là où, quand c'est un ministère où il y a une équipe de consultation, l'équipe de consultation va participer, ou du moins le président de l'équipe de consultation va participer au comité sur le RE, donc devrait avoir l'information pour partager avec les délégués et avec les membres. Ce sont des ressources qu'on vous encourage d'utiliser. Donc, avec ça, la prochaine diapo a des liens, mais je crois que Catherine et Nal les ont mis aussi dans le chat. Catherine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Tia. On va passer à la période de questions. On a encore un peu de temps. Je vois vraiment beaucoup de questions. Mais comme Christine le mentionnait, vos délégués syndicaux peuvent être en mesure de vous aider. On a aussi mis les ressources dans le clavardage. Alors, sans plus tarder, la première question vient d'Alona. C'est quoi la différence entre le réaménagement des effectifs et la retraite précipitée? Donc, en principe, ce sont deux choses distinctes. Le programme d'incitation à la retraite anticipée est un programme que le gouvernement a choisi de mettre sur pied, qui a rien, en principe, rien en lien avec le réaménagement des effectifs. La réalité, par contre, évidemment, c'est que le plus de personnes qui prennent la retraite anticipée, s'ils satisfait les critères, possiblement, le plus de personnes que ça fait partie des personnes, possiblement, il y a moins de coupures qui vont en suivre. Mais c'est pas quelque chose qu'on est capable, nous, le syndicat, de prévoir, étant donné qu'on n'a pas l'information sur les coupures précises qui s'en viennent. Donc, c'est deux programmes distincts. Une personne qui choisit le programme de retraite anticipée n'est pas obligée d'être quelqu'un qui est affecté ou touché par le réaménagement des effectifs. Mais évidemment, cette personne-là qui choisit la retraite anticipée, s'ils ne sont pas quelqu'un qui est touché par le réaménagement des effectifs, ils n'ont pas le droit aux avantages, aux droits qu'ils ont selon les conventions collectives pour le réaménagement des effectifs. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas coupé, vous pouvez choisir la retraite anticipée si vous satisfaites les critères, si votre employeur accepte. Vous ne toucherez pas aux autres mesures. Tandis que si vous êtes quelqu'un qui est touché par le réaménagement des effectifs, la présentation qu'on vient faire aujourd'hui avec toutes les options, etc., ceci s'applique à vous. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup, Alona, aussi pour vous, votre question. On a une excellente question d'Anne-Marie. Anne-Marie nous demande si on est en congé parental, comment sera-t-on informé d'un réaménagement des réeffectifs, excusez. Le posté à la maison, courriel à notre adresse courriel personnelle. Est-ce que le processus des RE commencerait seulement après la fin du dit congé parental? Donc, quelqu'un qui est à la maison en congé parental, comment l'employeur va l'informer qu'ils sont affectés?
Donc, en principe, ils doivent vous informer. Habituellement, ils le font par lettre à la maison, mais on sait que plusieurs vont aussi envoyer un courriel à l'adresse personnelle que vous avez laissée euh, sur sur votre dossier d'employé. Euh, donc, ça vaut la peine de faire certain que votre courriel est à jour. Euh, ils doivent s'assurer que les employés en congé se font informer. Euh, le, la question, si vous voulez, en ce moment, c'est que certains départements ou ministères, je dois vraiment arrêter de dire ça, certains ministères font un choix conscient d'essayer d'attendre pour les membres euh, qui sont en congé, tandis que d'autres procèdent. On a posé la question au secrétariat du Conseil du Trésor pour s'assurer qu'il y ait une certaine équité à travers les ministères. C'est quelque chose qui est encore en train d'être travaillé, malheureusement. Mais vous devez absolument être informé si vous êtes un employé touché par votre employeur. Et absolument, c'est pour ça qu'on dit, il y a une lettre qui se fait envoyer, mais souvent, il y envoie une copie par courriel aussi. En termes de est-ce qu'ils attendent la fin de votre congé, c'est certainement la position que le syndicat pousse afin de s'assurer que les membres ne soient pas obligés de faire ça pendant leur congé. Par contre, on sait que certains départements avancent quand même avec leur processus surtout dans le cas où il y a des processus de sélection. Donc, Tia, je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus. Je sais que toi, tu étais très impliquée au niveau du réaménagement des effectifs au ministère de l'Immigration. Je suis d'accord avec tout que Christine vous a partagé. Vraiment, le RE se fait par ministère. Donc, chaque ministère a une approche différente. Donc, la notification doit être par écrit et comme Christine a dit, habituellement, c'est par lettre à la maison, à l'adresse connue sur votre dossier d'emploi. Et aussi par courriel, puisque l'employeur peut s'assurer que vous recevez une copie du lettre parce que ça doit être par écrit. Mais chaque ministère le fait d'une approche différente et comme Christine a dit, nous encourageons que ça soit plus universel, plus que la même approche soit prise par chaque ministère, mais il n'y a pas on n'a pas eu ça ne déroule pas de cette manière au moment, à ce moment. Donc, chaque ministère a une approche un peu plus différente. Et quelques ministères procèdent avec le processus, même si l'employé est en congé de maternité, et d'autres ministères ont pris la décision d'attendre que le congé soit complet pour qu'une décision soit faite par l'employé. Mais comme syndicat, on pousse pour que aucun de nos membres doit faire une décision lorsqu'ils sont en congé de maternité, mais ça dépend du ministère s'ils sont d'accord avec notre position ou non. Et c'est l'employeur qui vraiment déroule le processus et en charge. Donc, même si notre position est que ça soit plus que les mêmes règles appliquent à tous nos membres et que ces décisions importantes ne soient pas prises durant un congé de maternité. Si le ministère décide qu'ils vont continuer avec le processus, ils vont continuer avec le processus, malheureusement. Merci beaucoup, Tia. Merci, Christine. Merci à vous. Votre question, on a encore le temps pour quelques-unes. Alors, David nous demande, est-ce que le programme de départ volontaire est le processus de départ à la retraite anticipée sans pénalité ou est-ce un autre programme? Donc, le départ volontaire est le processus de départ à la retraite anticipée sans pénalité ou est-ce que c'est un autre programme? Deux choses distinctes. Donc, le programme de départ
volontaire, c'est prévu dans la convention collective et c'est vraiment un processus seulement là où il y a 5 employés ou plus de la même, de la même section où ils vont donner la chance à des employés qui ne veulent pas participer au processus de sélection de lever la main pour dire puis ça, c'est l'exemple de bon, il y a 10 personnes en poste, ultimement, ils vont garder 6 postes. Avant de procéder au processus de sélection, ils donnent la chance aux personnes de dire moi, je suis prêt à partir. Moi, je suis prêt à être un des 4 qui se fait qui devient employé optant. Donc, ça, c'est distinct. Le programme de retraite anticipée, c'est vraiment une nouvelle initiative du gouvernement pour justement essayer d'inciter les employés à prendre une retraite anticipée. C'est complètement distinct, ça ne fait pas partie de la convention collective. Merci Christine, merci David. Il y avait quelques questions à ce sujet dans le clavardage. On va y aller avec une question de Dany. Donc, question pour plus tard. Est-ce qu'un ministère peut indiquer à certains employés que leur poste n'est pas affecté, mais qu'ils ne peuvent pas alterner parce que leur poste sera coupé lorsqu'ils quitteront? Exemple, départ prévu à la retraite d'ici 1 an. Est-ce qu'un ministère peut indiquer à certains employés que leur poste n'est pas affecté, mais qu'ils ne peuvent pas alterner parce que leur poste sera coupé lorsqu'ils quitteront? Oui, oui. Oui. Il y a une discrétion qui appartient au gestionnaire quand il choisit d'accepter un échange de poste ou non. Et justement, si c'est parce qu'ils ont l'intention de couper ce poste-là dans 1 an, ils peuvent le refuser sur cette base-là. Ils doivent évidemment l'expliquer aux membres, surtout aux membres qui demandent l'échange de poste, mais ce serait une raison relativement justifiée pour, surtout si la personne qui a l'intention de prendre sa retraite a déjà communiqué son intention de prendre sa retraite à une certaine date. Merci. On va y aller avec une dernière question de Jean-Marc. Est-ce que l'indemnité de départ basée sur le nombre d'années de service est pensionnable? Non. L'indemnité de départ n'est pas pensionnable. Non. OK. Merci beaucoup, Tia. Merci, Christine. Merci à tout le monde. Je pense que merci à tout le monde pour vos questions. Dans le clavardage, vous avez le lien pour contacter vos délégués syndicaux. Vous avez le lien sur nos facs. Comme Christine le disait, sont mises à jour très fréquemment avec les nouvelles questions. Donc, on vous encourage à contacter vos délégués, à regarder les ressources. Il y a plusieurs webinaires, comme Christine le mentionnait, qui s'en viennent dans les prochains mois pour des sujets spécifiques. Donc, s'il vous plaît, gardez l'œil ouvert, joignez-nous pour les webinaires. On va peut-être aussi, ouais, mais c'est à peu près ça. Donc, je vais laisser à Christine et Tia des derniers mots. Merci beaucoup à Nel qui nous a aidés aussi aujourd'hui. Et puis, Christine, Tia, dernier mot? Juste un gros merci à Catherine, Annelle et à Tia d'avoir participé aujourd'hui avec moi. Et pour nos membres, nous comprenons que c'est un temps très inquiétant. Nous sommes conscients qu'il est fort possible que plusieurs d'entre vous reçoivent des lettres dans les prochains mois. Nous sommes là pour aider. Et une des choses, c'est que dès qu'il y a un ministère qui nous annonce qu'il va y avoir un réaménagement des effectifs, le président reçoit une notification 48 heures à l'avance. Nous n'avons pas le droit de communiquer avec nos membres. Comme c'est pas à nous, c'est confidentiel. Mais dès qu'on sait que le ministère a communiqué avec les membres touchés, nous, de notre côté, on va vous envoyer un courriel à tous les membres du ministère pour dire si vous avez quelqu'un touché, etc. Puis ça vous rappelle certains des liens là. Ça vous encourage d'être proactif. Puis je vous encourage d'être proactif lors de votre réaménagement des effectifs si vous êtes un employé touché. Il y a des ressources disponibles. Il y a plusieurs avenues. C'est important de bien comprendre et de ne pas laisser l'employeur vous pousser vers une option. Donc, si vous avez des questions, posez-les.
s'il vous plaît, vous avez le temps de faire des décisions bien alimentées avec vos connaissances. Donc, c'est mon plus gros encouragement, c'est de poser les questions que vous avez besoin, parce qu'une fois que vous choisissez une option, si vous êtes un employé optant, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Donc, ça, c'est la plus grosse chose que je peux vous encourager, c'est de poser les questions, aller chercher toute l'information disponible pour vous. Merci Donc, beaucoup, Christine. merci. Merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir.